Bonjour, ici Jenny. Bonjour, ici Claire. Bienvenue dans l'univers Franzine, un podcast qui sillonne la Suisse. Vous écoutez des témoignages retraçant des parcours aussi bien personnels que professionnels afin de mieux comprendre le quotidien en Suisse. Notre engagement, proposer des partages enthousiasmants et inspirants et devenir votre média de proximité. À vos écoutes pour l'épisode de la semaine. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous présenter Stéphane Banwart. Stéphane a grandi à Bâle et vit désormais à Zurich. C'est un francophone de Suisse alémanique, donc ça fait vraiment partie du cadre Franzine. En plus de cela, il vient de publier un livre. Vous connaissez ma passion pour la littérature, pour le développement de talents, de carrière. Donc Stéphane est coach en communication, advisor. Il se présentera, je crois, plus précisément parce qu'il y a beaucoup de spécificités, notamment sur la communication authentique. Et donc voilà, après une carrière en corporate, en banking, dans la beauté, dans différents environnements comme Head of Communication, Marketing, tu as lancé on peut dire tes projets et maintenant ce livre qui vient d'être traduit en français. Donc, peut-être que tu peux te présenter à nous et présenter aussi la publication de ton livre. Oui, merci beaucoup Jenny pour l'invitation. Oui, en fait, le livre est un peu l'aboutissement d'un long parcours professionnel mais aussi personnel. Alors comme tu avais dit, je travaille depuis très longtemps dans la communication, soit dans des postes chef de communication, mais aussi comme conseiller. J'ai travaillé dans une agence à Zurich, une grande agence, mais depuis ça fait entre 15 et 20 ans, je me suis fait indépendant. Et là, j'ai évidemment accompagné beaucoup de dirigeants, j'ai travaillé pour des boîtes, pour des missions. Et en fait, la chose que j'ai découvert après tout ce travail, c'est que l'authenticité est l'ingrédient le plus important pour avoir du succès en communication. Ça, c'est une des choses qui m'a amené à écrire ce livre. Après, il y a d'autres. Après, tu vas nous aider à définir ce qu'est l'authenticité, oui, peut-être pour toi. Oui, absolument. Peut-être encore les autres choses. Je m'intéresse, pour finir ma présentation, je m'intéresse depuis très longtemps à la psychologie analytique. En fait, c'est Jung. C'est ce qu'on définit, comme ça on définit l'œuvre de Jung et son école. Et j'ai vu que les théories, les concepts de Jung aident beaucoup à comprendre ce qui se passe dans le monde, mais aussi justement comme les êtres humains se comportent, mais aussi justement la communication. Et la troisième chose, c'est juste que j'ai eu envie depuis, comme tu dis, tu aimes la littérature, moi aussi, c'était un rêve d'écrire un livre un jour, et puis ouais, ça m'a amené à le faire. Ouais. Comme ça, je pouvais combiner tous les éléments. Donc, dans ce livre, on trouve le résultat de tes années finalement de recherche, de développement auprès d'exécutifs, auprès de... Aussi oui, mais c'est beaucoup plus vaste que juste dans le milieu. Le livre n'est pas juste pour un milieu professionnel, mais ça englobe aussi justement des réflexions de psychologie en général et puis beaucoup de mon expérience et de mes... Alors, en fait, le livre, c'est un livre d'histoire. C'est fait des histoires et des concepts, mais j'explique normalement ou je raconte les concepts avec des histoires. Parce que, comme communicant, comme conseiller en communication, on sait qu'il faut utiliser des histoires. Le storytelling, c'est un ingrédient extrêmement important depuis toujours. Et comme ça, je voulais aussi écrire un livre qui est amusant à lire, pas seulement un livre de théorie, oui. Et donc, tu illustres ton propos. Alors, peut-être le chemin aussi qui t'a mené à le publier en français. Oui, alors, j'ai écrit, tu m'avais présenté comme francophone, alors je suis très flatté d'être présenté comme... Doute, hein. Non, mais ma langue maternelle, à base, c'était quand même le dialecte allemand, bâlois. Mais comme à Bâle, on est à la frontière française, alors c'est une autre histoire comment ça c'est venu pour mon intérêt pour la culture francophone et le français en général. Mais disons, d'abord j'ai écrit le livre pendant le temps du Covid où j'avais beaucoup de temps et là j'ai pensé j'attaque maintenant ce projet et puis je l'ai d'abord écrit en allemand. Mais c'était depuis toujours... Alors, j'avais une idée de peut-être l'écrire en anglais, mais je me suis rendu compte d'abord, et puis après faire des traductions, je me suis rendu compte que l'allemand, c'est quand même la langue où je m'exprime le mieux en écrivant.
Et puis après, j'ai fait une traduction, évidemment, avec des outils IT qu'on a aujourd'hui. Et c'était personnellement pour moi très important que le livre soit aussi dans d'autres langues et surtout en français parce que, oui, vraiment pour des raisons personnelles. Est-ce que tu t'es adapté aussi à une audience française francophone? Est-ce que tu as fait beaucoup de différences de traduction? Enfin, ne serait-ce que la couverture, moi j'ai vu les deux. Oui. Est-ce que c'était aussi un choix délibéré de ta part ou tu t'es fait accompagner par la maison d'édition? Oui, il y a plusieurs aspects. Alors, ce qui est intéressant, quand j'avais terminé le manuscrit allemand, ça fait maintenant 4-5 ans, je l'ai donné à quelques amis dans différentes professions, universitaires, etc., d'autres différentes, pour faire une première lecture, me donner du feedback. Et j'ai eu comme feedback d'un ami qui a il a longtemps vécu en France aussi, et lui m'a dit, mais écoute, le style du livre est plutôt français. C'est plutôt comme presque pour une audience française. Et moi, je ne me suis pas rendu compte, mais après qu'on me l'a dit, j'ai pensé, oui, en fait... Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est intéressant. La semaine dernière, j'étais à Paris pour le présenter et j'ai vu une amie de longue date qui m'a dit « Ah, Stéphane, le sous-titrage, par exemple, c'est tout un art de mettre des sous-titres amusants ou un peu d'écrire. » Et elle a dit « C'est très français. » Moi, je ne sais pas. Je pense que les anglophones savent aussi très bien le faire. Pour tout le monde qui nous écoute là, par exemple, quand on lit moi, j'ai fait dans le temps, j'ai beaucoup lu l'Economist, par exemple. Ils ont toujours fait des titres très amusants. Ils ont pris des titres des films ou des mots de la littérature, etc. Avec beaucoup d'esprit. Oui, alors je pense pas... Je ne suis pas sûr si c'est spécifiquement francophone, mais en tout cas, c'était un retour que j'ai eu. Et puis, évidemment, après, la maison d'édition c'était aussi un peu, il fallait un peu adapter dans le temps. Par exemple, je parle de Roger Federer, parce que Roger, on le connaît comme, je pense, la majeure partie des gens pensent qu'il est très authentique, mais surtout, quand il jouait, après qu'il a gagné, ou même quand il a perdu, mais surtout quand il a gagné, il a pleuré souvent. Alors, pourquoi il pleure quand il gagne? C'est une question qui m'a concerne. Je pense que c'est intéressant pour cette question d'authenticité. Je suis plongé dedans et ça donne justement un des chapitres dans au cœur des émotions. De mon livre, oui. Et comme Roger, aujourd'hui, il ne joue plus activement. Alors, je pense qu'il joue toujours au tennis, mais plus dans les tournois. Alors, des choses comme ça, il fallait changer. Et la maison d'édition française a évidemment fait une relecture et on a fait quelques changements. Mais je dirais que ce n'est pas plus que 5% du livre qui a changé. Ouais. Ok, très intéressant. Et le titre, évidemment. Et là, c'était vraiment... Et je dois avouer que le titre français, ça me plaît beaucoup, beaucoup plus que là. Il faut aussi dire que la maison d'édition allemande, c'est une maison d'édition scientifique. Et le livre, c'est en tel pas vraiment scientifique. C'est plutôt un style essai avec des histoires, ouais. Peut-être ils l'ont positionné plus développement personnel. Absolument, oui, absolument. Alors je suis à Paris quand j'étais justement pour le lancement et puis je m'y promenais, puis je suis allé voir des librairies et c'est par exemple Boulevard Saint-Germain, c'était déjà dans la vitrine de la librairie Erol, qui est une des plus grandes librairies à Paris. Alors ça me fait beaucoup plaisir évidemment, oui. Et là ça saute aux yeux et l'allemand pas du tout, malheureusement. Mais le contenu est quasiment le même, oui. Et si tu dois expliquer le bénéfice de ce contenu, de ce que tu as créé, ce que tu cherches à éveiller chez tes lecteurs? Oui, justement. Alors, la chose la plus importante, c'est de comprendre, disons, l'importance de l'authenticité dans la communication. Ça, c'est le numéro 1. Parce que vraiment, avec toute l'expérience professionnelle que je fais, c'est très, très important. Après, quand on comprend ça, je pense que c'est encore relativement facile de comprendre que c'est comme ça. Mais après, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Parce que être authentique, beaucoup de gens peuvent souscrire à ça. Mais après, si on réfléchit, qu'est-ce que rend une communication ou un être humain ou une entreprise authentique? C'est une question. Qu'est-ce que sont les éléments? Et ça, c'est une partie du livre. Et l'autre, c'est après, comment rendre une communication authentique? Bon, c'est sûr qu'on ne va pas spoiler, comme on dit, tout le livre. Non, mais... Pour moi, l'authenticité, je pars d'une œuvre d'art, c'est que c'est la première en son genre. Oui. Et c'est ce qui fait de nous aussi notre unicité. Ou finalement, trouver sa propre voie. Et... Absolument.
Oui, ma définition, après, il y a probablement plusieurs, mais ma définition, c'est une congruence de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, c'est la manière la plus facile de le dire. Et en fait, c'est un concept qui date depuis la première fois qu'on a eu ces idées, c'est déjà les philosophes présocratiques en Grèce, en Antiquité. On connaît probablement connais-toi toi-même, non? Cette expression. C'est à Delphes, à l'oracle de Delphes, c'est une inscription. Alors déjà là, il y a cette idée qu'il y a quelque chose en nous, moi je nomme une essence intérieure, et qu'on est dans notre vie, on est censé trouver ça, et à découvrir, à développer. Et maintenant, si on parle du développement personnel, en principe, ça repart à cette époque-là. Et ouais. dans tes accompagnements, quel est ton positionnement par rapport justement à ces découvertes? Finalement, c'est un parcours personnel que font les gens. Comment tu te positionnes, toi, pour les aiguiller, pour leur ouvrir de nouvelles voies? Alors, ma base ou mon point de départ, c'est la communication et le travail comme conseiller en communication. Alors, aider les gens à communiquer. Et puis, mais évidemment, quand on touche à ça, on voit qu'il y a aussi justement la partie personnelle, psychologique. Et en fait, dans mon travail, alors, quand j'étais purement conseiller en communication, je l'ai remarqué, mais je n'avais pas encore d'outils spécifiques. Et d'avoir écrit ce livre m'a aidé à avancer aussi dans mon chemin et justement développer aussi des méthodes pour aider justement les gens, surtout dans la vie professionnelle, mais en général, mais principalement dans la vie professionnelle, justement d'avancer. Et j'ai créé un executive program qui s'appelle Authentic Leadership Communication, où justement je mets beaucoup d'accent à ça. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Ça peut intéresser d'autres personnes. Hein? Oui, bien sûr. Alors, justement, je pense, le point de départ, je pense les demandes en tant que communicant pour des gens dans des postes plus ou moins élevés dans le management sont énormes aujourd'hui. C'est devenu de plus en plus important avec tous les moyens de communication. Moi, je vois du côté recrutement, hein, c'est les bons communicants quand même qui vont accéder à des rôles. Évidemment, mais ouais. Oui, après la question c'est qu'est-ce que c'est un bon communicant mais l'autre remarque c'est que, et ça je peux dire avec des décennies d'expérience dans ce domaine, il n'y a quasiment pas de formation. Je pense, si on veut accéder à un poste de, je dirais, un directeur finance, un CFO dans une grande entreprise, on doit avoir fait des milliers d'heures en finance, en accounting, on doit avoir une formation de CFA. C'est énorme ce qu'on doit avoir fait. En communication, ils ont fait quelques heures de media training avec quelqu'un peut-être de la télévision, un animateur de télévision. L'empreinte sociale familiale aussi, je pense que ça compte beaucoup. Oui, mais l'attitude à la culture. Oui, mais juste la différence en formation, c'est énorme. On peut pas. Oui. Ouais, c'est dur à assesser. Effectivement, c'est dur de. Et pour ça, justement, j'ai eu l'idée de créer ce programme. Et tu m'as posé comment inclure ces aspects d'authenticité. Alors, justement, quand on veut être un bon communicant dans la vie professionnelle en tant que leader, il faut deux choses. Sur un plan personnel, il faut justement être le plus authentique possible. Il faut savoir ce que c'est et pouvoir travailler sur ce côté-là. L'autre côté, il faut aussi savoir des choses, des technicités. J'appelle ça, il faut avoir un toolset stratégique de communicant que normalement, même des gens qui font des MBA, etc., n'ont pas. C'est vraiment une expérience de très longue. Alors, je combine ces deux et j'ai définir un certain nombre de modules et un parcours à faire. C'est un programme qui dure combien de temps? Il y a différentes versions, mais la version de base, c'est 6 modules en 6 éléments d'une à peu près une demi-journée. Après, ça dépend dans quel... Il y a beaucoup de variantes. Est-ce qu'on fait un petit groupe, un plus grand groupe? Est-ce que c'est plutôt une forme de workshop, ce qui est très, je pense, le plus performant? Oui, ça fait du team building aussi. Absolument. Mais après, ça dépend aussi un peu sur quel niveau les gens sont. Est-ce qu'ils ont beaucoup de temps? On peut faire plus ou moins longue et dense. Ouais. Alors, je vais t'amener sur l'anecdote aussi. Peut-être une équipe que tu aurais accompagnée, si tu veux partager, ou alors une personne, voir peut-être l'impact concret sur le terrain. Est-ce que tu as eu des retours aussi en disant, effectivement,
depuis ce coaching, j'ai découvert telle et telle chose, j'ai identifié des choses, j'ai été plus pertinent, plus percutant, ou j'ai eu une promotion? Oui, alors j'aimerais donner une anecdote peut-être que j'ai aussi partagée dans le livre. À l'époque, je n'avais pas encore ce programme, mais c'était une anecdote ou un moment clé pour moi qui m'a... Alors à l'époque, je ne savais pas encore où mon parcours m'amène, mais c'était un moment très important pour moi, comme un peu charnière, comme on a parfois. J'avais accompagné une entreprise pendant beaucoup d'années comme conseiller en communication, et une fois par an, ils ont un grand événement, on a fait des répétitions pour les conférences de chacun qui devait présenter. Et là, il y a un monsieur qui venait, je pense que c'était le directeur du bureau en Asie, que j'ai vu seulement pour la deuxième fois. Il a joigné l'entreprise peut-être il y a 2 ans auparavant. Alors, j'ai fait une répétition pour sa présentation 1 an auparavant, et là, il revient. Et j'ai eu 1 heure pour l'aider à préparer. Et il arrive et il me répète une phrase. Il ne m'a pas salué, il m'a juste déclaré une phrase à la porte. Et plusieurs fois. Et moi, j'ai trouvé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du jet lag? Pourquoi il raconte ça? Et puis, il a éclaté en rire parce qu'il a vu que j'étais un peu consterné. Il a éclaté en rire, il est venu chez moi, il m'a donné la main et il a dit « Ah, Stéphane, tu ne te rappelles pas? C'est ça ce que tu m'as dit l'année dernière. Il fallait commencer ma présentation avec cette phrase. » 1 an après, il savait encore exactement et il m'a raconté ça. C'est quoi la phrase? On a le droit de savoir? On sait plus. J'ai plus aucune idée parce que... Ah, c'est impressionnant. Non, c'est vrai, c'était vraiment impressionnant. Et puis, cette entreprise, c'était un cas très intéressant parce que pendant beaucoup d'années, je l'avais comme client et j'ai suivi certaines personnes pendant presque 10 ans. Et j'ai vu les progrès qui sont... Et souvent, ça c'était juste le cas le plus extrême qu'il me déclare cette phrase. Évidemment, je n'avais aucune idée après 1 an. Mais j'ai vraiment vu que les gens sont venus, ils me disent « Ah oui, Stéphane, tu m'avais dit ça. » Et puis, j'ai vu comment ils ont fait progrès, justement avec une intervention annuelle. Mais ça suffit de vraiment les faire grandir. Et c'était absolument génial. Et pour ça, c'était une des choses qui m'a amené à vouloir mettre plutôt l'être humain au centre de mon travail, et ce qui m'a amené aussi à écrire le livre et puis justement créer mon programme un vrai impact que tu puisses suivre. Oui, absolument. Parce qu'avant, tu étais, j'imagine, sur des campagnes de communication avec leur impact et des choses comme ça. Et là, c'est... Je ne dis pas que je lâche tout ça parce que c'est toujours intéressant, mais disons, cette question ou cette recherche de l'authenticité et cette combinaison avec la psychologie jungienne, c'est quand même mon chemin personnel et c'est probablement assez unique aussi sur le marché. Exactement, et surtout avec forcément les langues que tu peux proposer, parce que tu fais ce training aussi dans d'autres langues. J'imagine des équipes en français. Oui, absolument. Oui, parce qu'on est dans le podcast pour les multilingues, oui, bien sûr. Alors oui, c'est clair que dans mon travail personnel, c'est l'allemand, français, l'anglais, c'est les 3 langues que j'utilise quasiment quotidiennement. Et puis, c'est un énorme plaisir et ça enrichit la vie énormément de pouvoir travailler dans différentes langues. Ouais. Tu as mentionné plusieurs fois l'aspect scientifique, justement, Jung. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les théories que tu suis ou les révélations que tu as eues toi-même en te formant à ces théories-là? C'est un vaste sujet pour un podcast comme ça. Disons... pour pas faire trop long, je pense que Jung avec ses pensées, il a beaucoup dépassé le champ où il était d'abord comme médecin, psychiatre, psychologue. Il est devenu une figure de référence pour même notre pensée aujourd'hui. Il y a des concepts qu'aujourd'hui on ne sait plus que c'est de Jung, mais qui ont changé la manière comment on pense. Introverti, extroverti. Ah oui, ça vient de lui. C'est de Jung. Le concept de la persona, ce qui est quelque chose dans l'authenticité très important, et j'ai dédié tout un chapitre sur ça. Et je pense aussi dans le management, c'est très important. Et c'est quelque chose qui vient de Jung. Alors, il y a beaucoup, les tests psychologiques modernes sur les types de personnalités. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Jung. Alors ça, c'est des choses très pratiques qu'on voit un peu partout et que, évidemment, aussi un grand impact à ce travail.
personnellement, je pense, oui, peut-être la chose la plus importante, je pourrais dire, et qui est très liée avec l'authenticité et la communication authentique, c'est l'idée de Jung, c'est son concept d'individuation. Alors justement, où il a développé un concept où il dit, nous, on a un chemin dans la vie qui nous mène à la découverte du soi, disons comme ça. Et ça, on peut dire, c'est plus ou moins aussi... Un chemin cosmique ou un chemin volontaire? Ah oui. Un chemin sur notre vie de nous découvrir nous-mêmes, de nous développer nous-mêmes. Et c'est ça. Il y a des gens, des experts qui disent, Jungiens qui disent c'est son concept le plus important. Et si tu parles de cosmique, évidemment, il y a un côté qui peut amener là la spiritualité. Après, spiritualité ou non, la recherche du sens, c'est quelque chose qui est profondément humain. Et Jung a certainement mis un accent sur ça. Et je pense aujourd'hui dans notre monde, et aussi quand on travaille dans les entreprises, je pense que les gens ont besoin, tout le monde a besoin de voir un sens dans ce qu'il fait, dans sa vie. Et après, les questions religieuses, spirituelles, c'est une autre... C'est chacun à voir. Mais la question du sens, c'est très, très important, oui. Est-ce que tu as l'impression qu'on a aussi plus de sensibilité à notre... pas bien-être forcément, mais à la connaissance de soi, à trouver du sens, parce qu'on est entouré de technologies, on est entouré de rapidité, de workflow. Est-ce que toi, tu es un petit peu sceptique face à toutes les innovations ? Je pense que les innovations sont là, il faut vivre avec, il faut apprendre à gérer. Ce qui nous dépasse probablement, c'est la rapidité récente. Ma grand-mère, une de mes grand-mères, qui vivait très proche à la frontière française, à Bâle, et puis elle est née à un moment où on n'avait pas encore d'avion. Et quand elle est décédée, elle a regardé sur la télévision, je pense, moi j'étais un tout petit garçon, j'étais à côté d'elle, elle a regardé des astronautes marcher sur la Lune. Tout ça dans une vie. Je pense qu'il n'y avait jamais des générations comme ça auparavant. Et je pense que c'est ça, on est un peu dépassé. Mais on apprendra à vivre avec, alors je n'ai pas peur. Mais peut-être c'est encore plus une raison justement pour aller à la découverte de soi, à trouver un sens ou chercher un sens et aller sur ce chemin. Parce que c'est aussi une idée de Jung de chercher le sens, ça donne aussi sens, ou chercher le soi. C'est le chemin qui compte. C'est le chemin qui compte, c'est parce qu'on n'y arrive jamais, mais disons oui, et pour ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment une alternative à ce chemin sur la découverte de soi. Et ça peut avoir comme bénéfice justement qu'on devient un meilleur communicant. Alors. Tout à fait. Oui. Alors je vais peut-être revenir sur le côté multiculturel et franco-suisse, parce qu'évidemment, hein, tu es suisse, mais à cette frontière de Bâle, c'est la première fois que j'ai un Bâlois, un Basler dans le podcast. Oui. Alors j'en profite, vous m'excuserez. Je suis très flatté alors. Oui, tu vois. Et peut-être justement comment était cette vie entourée de frontaliers déjà, je pense à l'époque. Est-ce que tu allais en France souvent? Quels sont les échanges là-bas? Oui, un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où moi j'étais vraiment un petit enfant, il y a beaucoup d'Alsaciens à Bâle, mais ces Alsaciens ont encore beaucoup parlé leur dialecte alsacien. Ah oui, assez proche. Pardon? Hop là, c'est assez proche. C'est assez proche de... Non, oui, non, on s'entendait très très bien comme ça, oui. Non, mais c'est clair, on a à Bâle, c'est vrai qu'une ville frontalière, en plus, un peu presque extrême, parce que c'est en allemand on dit Dreiländereck, c'est les trois pays qui il y a un endroit à Bâle où on peut comme une statue, quelque chose, et on peut se promener, on peut juste tourner autour. C'est comme un... Comment ça s'appelle cet endroit? C'est Dreiländereck, ça veut dire le coin des trois pays. Et c'est un endroit, il y a quelque chose qui marque en métal, une structure en métal, et on peut juste marcher autour, et là on est en France, là on est en Allemagne, et là on est en Suisse. C'est incroyable, il n'y a pas de douane. Non.
À ce point-là, non. Et puis, évidemment, c'est très marquant que, oui, il y a des Français, il y a des Allemands, on travaille tous ensemble, on vit ensemble, disons, on est très proches. C'est marquant. Après, on peut presque imaginer que c'est autrement. Et maintenant, on vit dans des villes pas multiculturelles, mais disons avec beaucoup de culture, avec beaucoup de langues. Zurich, c'est super international, et c'est clair. Mais c'est vrai, à l'époque, c'était aussi très marquant. Et donc, ce qui t'était naturel, en fait, tu vois ça maintenant comme un enrichissement ou... Énormément. Mais je me rappelle la première fois, j'ai vraiment... Alors, comment dire, sans me rendre conscient, j'étais exposé à ça tout le temps, parce qu'on grandit comme ça. Mais la première fois, j'étais vraiment dans un endroit totalement francophone. C'était, comme petit garçon, j'ai fait un peu d'escrime. Et j'étais pendant pas très longtemps, j'ai pas très doué. J'étais vraiment pas doué. Et je suis allé à la société d'escrime de Bâle. Et les maîtres étaient français. Et ils ont que parlé français. Vraiment, pas un mot d'allemand. Et moi, j'avais 9 ou 10 ans et j'étais là. Et quand on a 9 à 10 ans, on comprend plus ou moins ce qu'ils veulent, même s'ils se font comprendre avec le fleuret. Oui, c'est ça, on comprend rapidement. Mais c'était vraiment... oui, et puis je me rappelle, je suis rentré chez mes parents et j'étais très fâché avec mes parents. J'ai dit, mais vous ne m'avez pas enseigné ou appris le français. Là, je ne comprends pas un mot. J'étais vraiment très vexé. Oui, mais ça, c'était la première fois que j'étais vraiment dans un endroit totalement francophone. Oui. Et bon, évidemment, on ne parle pas de Suisse romande, mais ma grande question, c'est toujours comment est-ce qu'on peut créer aussi plus de ponts entre les différentes parties culturelles, linguistiques, en l'occurrence de la Suisse. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il ne faut pas forcer. Ça ne sert à rien de forcer. Et puis, particulièrement en Suisse, on vit très bien ensemble. Je pense que tous les Suisses sont quand même un peu fiers qu'on a un pays avec plusieurs langues. Non, même si pas tout le monde parle très bien les autres langues. Mais je pense qu'on ne peut pas forcer. C'est une belle réponse. Non, je pense vraiment je pense qu'il y a quasiment jamais qu'on n'a pas quelqu'un qui est vraiment fier de ça, non? Même s'il l'exprime peut-être pas tellement. Ah, mais complètement. Ouais. Mais l'idée, c'est peut-être d'encourager encore plus d'échanges, de curiosité. Oui, mais ça doit venir naturellement. Il y a des choses. Justement, il y a le sport, etc. Et là, peut-être faire plus d'escrime. Ouais. Très bien. Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Mais partout, on peut acheter des livres. Alors, dans les librairies. Alors, ils vont même l'avoir chez Aurel Füssli à Zurich, ce qui est un grand succès, je pense, de les avoir. Je suis passé, j'ai dit, mais écoutez, je viens d'écrire ce livre, et la dame qui était responsable pour le rayon français, elle a tout de suite dit, on va le commander. Non, mais bien sûr, toutes les librairies, c'est publié chez First, ça veut dire c'est une maison d'édition qui appartient à un des plus grands groupes, je pense que c'est le deuxième groupe Editis en France, de maisons d'édition. Et puis online, bien sûr, aussi sur tous les oui, partout où on peut acheter des livres. Je vois que tu as une recommandation de l'ancien président de la Confédération. Oui, Joseph Theiss. Oui, non, Joseph Theiss, je l'ai rencontré pas comme homme politique, mais comme après sa vie sa carrière politique. Il est entré dans quelques conseils d'administration, etc. Il a travaillé dans l'économie. Et là, pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour une boîte où il était président du conseil d'administration en Suisse. On a travaillé très, très proche. Et je l'ai énormément estimé. Et quand j'ai eu l'idée... Et lui, il a écrit d'ailleurs beaucoup de livres. Il a écrit quasiment un livre par an, qui est toujours en français et en allemand. Il y a toujours les deux. Et je lui ai demandé s'il... voudrais écrire la préface du livre. Alors, je n'avais pas encore une ligne à écrire. Et puis, il a tout de suite dit, oui, bien sûr, Stéphane, je vais le faire. Et puis, il y a des gens qui disent que la préface, c'est très, très bien. C'est presque un sommaire. Alors, j'incite tout le monde à lire la préface. Après, on peut décider si on veut vraiment lire le livre. Et oui, non, ça me fait énorme plaisir qu'il l'a fait. C'est vraiment très chouette. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir présenté... ta nouvelle sortie là, en français, dans des éditions françaises, pour un public, j'imagine, aussi international. Absolument, j'espère. Oui, le livre existe maintenant en allemand, en français.
Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres éditions linguistiques. Pour moi, c'est les deux langues les plus importantes à couvrir. Pour le moment, je suis très, très heureux. Et j'invite aussi les auditeurs, je vous invite à contacter Stéphane, peut-être par LinkedIn, si vous avez des Bien sujets sûr. aussi à évoquer, que ce soit ça ou ton programme d'exécutive Absolument. d'Authentic Coaching. Absolument, sur LinkedIn. Et puis, j'ai aussi un site internet où on peut me trouver. Je vais mettre tout dans la bio du podcast. Merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup, Jenny. C'était un plaisir. Une belle découverte pour moi aussi. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à poursuivre les échanges à travers les différentes plateformes. On vous invite également à repartager largement tout ce que l'on fait avec Franzine, à vous abonner, liker, laisser des étoiles pour ne rien manquer des prochains épisodes. De nos rencontres à vos oreilles, Franzine, votre média suisse. Alles Gute! Tout de bon.